Et nous accueillons Sonia Backès. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Vous avez été en première ligne des négociations politiques menées ces derniers jours. Un premier commentaire peut-être à cette inquiétude exprimée par les Calédoniens que l'on vient de voir dans le reportage, devant une situation un petit peu figée. D'abord, on la comprend, je la comprends, on la partage. Malheureusement, c'est vrai que ça fait déjà plusieurs mois que je dis que les indépendantistes ne veulent pas d'accord. Les indépendantistes, le FLNKS en particulier, ne veut pas d'accord puisque depuis le départ, son intérêt, c'est d'aller aux élections avec un corps électoral gelé et donc de ne pas aller à l'accord. C'est rajouter à ça l'arrivée du ministre qui, en proposant finalement une solution d'indépendance association, a bloqué les négos. C'est-à-dire qu'en fait, les indépendantistes ne pouvaient pas aller en dessous de ça. Et évidemment, il n'était pas question d'aller sur une solution d'indépendance association alors que les Calédoniens ont décidé de voter non à l'indépendance. Donc ça a figé, c'était déjà des discussions compliquées et la proposition du ministre a biaisé les négociations et a rendu impossible le fait de trouver un accord. Mais donc en l'absence d'accord, est-ce que vous diriez qu'il s'agit malgré tout d'un échec collectif ? Non, j'écoutais l'une des intervenantes, c'est une impasse si on décide que ça le soit. Il n'y avait pas d'accord possible sur cette séquence. On l'aurait aimé, encore une fois. Vous savez, on est le mercredi midi, ça devait s'arrêter. On a fait la liste, nous, des différents sujets sur lesquels on pouvait essayer de trouver un accord à minima, ce qui nous a fait rester jusqu'au soir pour essayer de voir si on pouvait trouver des solutions à minima sur les sujets sur lesquels on est d'accord. Et ça n'a pas été possible. Donc vraiment, on a fait le maximum. Maintenant, on va aller aux élections et c'est quand même une bonne chose pour une démocratie d'aller aux élections. Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est effectivement le corps électoral gelé. On va y travailler, on va faire des choses parce que c'est pas acceptable. Le Conseil d'État l'a dit, l'Assemblée nationale, le Sénat se sont exprimés. Le corps électoral ne peut pas rester celui qu'il est aujourd'hui. Alors on va en parler en détail, mais avant sur cette proposition de Manuel Valls de souveraineté partagée, ça pouvait ressembler à un compromis, mais ce que vous dites finalement, c'est qu'en réalité, ça n'en était pas un. D'abord, ce n'est pas une solution de souveraineté partagée. La souveraineté partagée, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les compétences régaliennes sont à la France et elle partage, elle laisse la Nouvelle-Calédonie être informée, participer à certaines décisions. Mais la compétence reste à l'État. Ce qui était proposé par Manuel Valls, c'est une indépendance. L'ensemble des compétences régaliennes est transféré à la Nouvelle-Calédonie qui décide elle-même de les redéléguer. Ça veut dire quand on décide soi-même de redéléguer, on peut décider ensuite de récupérer. Imaginez par exemple que la compétence justice, par exemple, soit transférée à la Nouvelle-Calédonie, redéléguée à la France, et puis que les Calédoniens considèrent que les décisions de justice qui sont prises ne leur conviennent pas, certains Calédoniens. Eh bien, ils pourraient décider de la récupérer et de faire une justice locale, ce qui serait parfaitement inacceptable. Et je vais plus loin, si vous me permettez, Lorelai. Je vais plus loin. Quand on parle d'un statut international de pleine responsabilité, ça veut dire qu'on est un État indépendant. Quand on parle de double nationalité, on ne peut avoir une nationalité que dans un pays, dans un État indépendant. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, il ne faut pas faire croire que c'est quelque chose au milieu. Non, ce n'est pas au milieu, c'est l'indépendance association. C'est le projet qui était porté par Edgar Pisani il y a 40 ans, c'est le projet qui est porté par l'UNI, par le PALICA, c'est l'indépendance association. Il l'a assumé tel quel, il sait, on lui a dit... Vous savez que la Nouvelle-Calédonie ne sera plus une terre de France et il a assumé cette position. Un projet donc assumé par Manuel Valls qui était accompagné d'Éric Thiers, le conseiller spécial du Premier ministre François Bayrou. Ce qui a donné l'image quand même d'un projet réfléchi, validé au plus haut sommet de l'État. Est-ce que ça vous a inquiété dans un premier temps ? Clairement, oui, clairement. Quand le ministre nous a présenté son projet, jamais l'État n'avait fait ça. Et encore une fois, au-delà du fait qu'on a dit 3 fois non, qu'est-ce qui a changé depuis le 3e non ? Une seule chose, la violence. Le fait de mettre ça sur la table, c'est de dire finalement on donne raison à la violence. Donc oui, ça nous a énormément inquiétés parce que une fois qu'on dit la violence a raison, la violence devient la solution à toutes les revendications. Donc oui, ça nous a inquiétés. Je pense qu'effectivement Manuel Valls avait le soutien du Premier ministre, mais il aura l'occasion de s'expliquer. Mais pas du Président de la République ? Je ne pense pas. Vous savez, le Président de la République a toujours été extrêmement clair sur sa position sur la Nouvelle-Calédonie. Le soir du 3e référendum, il a dit la France est plus belle parce que la Nouvelle-Calédonie a choisi d'y rester. Il l'a répété quand il est venu place des Cocotiers en 2023. Il a toujours été sans ambiguïté. Et la question de la souveraineté du territoire national, de l'intégrité du territoire national, c'est la responsabilité du Président de la République. Je ne peux pas croire, et on verra dans les prochains jours, et l'entourage du Président s'est déjà exprimé à plusieurs reprises pour dire qu'il était en désaccord avec cette proposition, je ne peux pas croire que Manuel Valls puisse
librement décider de se séparer d'un bout du territoire national comme ça. En tout cas, Emmanuel Macron sera mardi prochain l'invité d'une édition spéciale sur TF1. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de cette prise de parole à l'égard du dossier calédonien? Alors, nous, on n'a rien à dire au président de la République. Je ne sais pas quand il aura l'occasion de s'exprimer. Est-ce que ce sera mardi prochain? Est-ce que ce sera lors d'un prochain Conseil des ministres? Ce qui est très clair, c'est que le sujet calédonien devra être abordé, puisque désormais, il appartient à l'État de décider si les élections ont lieu et si oui, dans quelles conditions. Donc forcément, ce dossier-là va être traité maintenant au plus haut niveau. Manuel Valls a dit qu'il allait présenter au gouvernement le fait de faire les élections avec un corps électoral gelé. Forcément, le débat aura lieu, et le débat aura lieu sur sa proposition, dont je pense et je sais qu'elle n'est pas partagée, à minima, par une partie de son gouvernement. Mais alors, comment est-ce qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir poursuivre les discussions avec les indépendantistes, sachant que ces recours vont être engagés pour le corps électoral et qu'il y a aussi la campagne des provinciales? Comment ça va pouvoir se passer sereinement? Je pense qu'on a, vous savez, les indépendantistes, il n'y a jamais eu de moment où on n'a plus parlé, si, quelques mois après le 13 mai, mais on continue à se parler. Et je pense que sur la question du corps électoral, il y a deux méthodes. Soit il y a un décret de convocation des électeurs qui est pris par l'État, sans recherche de consensus, on attaquera le décret de convocation des électeurs, on perdra peut-être devant le Conseil d'État, on finira par gagner devant le Conseil constitutionnel, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, que sais-je. Mais je crois qu'il y a une ouverture qui est la proposition qui est faite par le Conseil d'État de dire qu'on peut ajuster ce corps électoral par loi organique. Parce que le corps électoral est largement contraire à des droits fondamentaux sur le suffrage universel. Donc, par loi organique, on peut faire un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a la possibilité de rechercher un consensus pour essayer de faire le minimum de ce qui est nécessaire pour l'ouverture de ce corps électoral de manière consensuelle, donc avec les indépendantistes. Parce que Nicolas Metzdorf avait annoncé qu'il déposerait une proposition de loi pour modifier ce corps électoral. Quelles sont les chances d'aboutir par ce chemin-là, compte tenu du contexte ultra sensible ? Encore une fois, nous, on utilisera tous les moyens. On ne peut pas accepter que ce corps électoral reste gelé. C'est inique dans l'espace républicain. C'est pas agressif de dire ça. C'est absolument anormal que des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie ne puissent pas voter en Nouvelle-Calédonie, que des conjoints de citoyens ne puissent pas voter, que des gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans parfois ne puissent pas voter. C'est pas normal. Donc on le fait pas de manière agressive, on le fait pas de manière radicale, mais c'est pas normal. Donc Nicolas Metzdorf, effectivement, se prépare à déposer une proposition de loi organique. Je pense que ce sujet-là va aussi être traité par le gouvernement de la République, et c'est peut-être le gouvernement de la République qui déposera un projet de loi. En tout cas, il va se passer des choses, c'est inévitable. Est-ce qu'il y aura une tentative d'essayer de nous mettre d'accord à minima sur ce sujet de l'organisation des élections? Parce qu'il n'y a pas que le sujet du corps électoral, il y a aussi la sécurisation des bureaux de vote. On ne peut pas accepter qu'il se repasse ce qui s'est passé pour les législatives, et vous aviez fait de très belles images de tables d'élections dans lesquelles il y avait un seul bulletin de vote visible pour les électeurs. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on n'ait que des assesseurs indépendantistes dans un bureau de vote, parce que dans ce cas-là, on y fait ce qu'on veut. Donc ça ne peut plus se passer comme ça, et donc la sécurisation, c'est aussi un sujet fondamental. Mais en tout cas, modifier ce corps électoral, même légèrement, est-ce que ce n'est pas une position un petit peu risquée? Est-ce qu'on ne peut pas craindre un nouveau cycle de tension? Non, mais encore une fois, vous savez, là, dans la proposition de Manuel Valls, il y a justement cette idée que parce qu'il y en a qui menacent de violence, il faut aller dans leur sens. Non. Je veux dire, on se pose la question, quand on est dans une démocratie, si on considère que c'est la violence qui gagne, vous savez, on va à la violence tout le temps. Et ça devient des coups d'État permanents, parce que dès qu'il y a des accords, on va aux coups d'État. Nous, on considère qu'il y a un minimum de règles. Et encore une fois, on comprend bien qu'on ne va pas repasser la loi telle qu'elle avait été adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ça ne va pas aller jusqu'au Congrès de Versailles. On est lucide là-dessus. Par contre, on ne peut pas laisser le corps électoral tel qu'il existe aujourd'hui pour les raisons que je vous ai indiquées. C'est pas agressif, c'est simplement une réalité. On ne peut pas continuer à ce qu'il y ait 13 000 personnes nées en Nouvelle-Calédonie qui ne connaissent que la Nouvelle-Calédonie, qui ne puissent pas voter. Des conjoints de Calédoniens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, qui ne puissent pas voter. Il y a un moment, il faut être sérieux, équilibré, et ce n'est pas ceux qui défendent la démocratie qui sont radicaux. Une fois que le dossier aura été réglé, en tout cas, est-ce que vous serez candidate au
prochaines législatives? Écoutez, on a fait cette séquence-là dans une union sacrée. On a porté ce conclave et toutes les discussions et on s'est opposé à la proposition de Manuel Valls en étant extrêmement unis. Et cette union, nous allons la continuer. Et donc, les décisions de savoir ce qui se passera s'il y a des élections, si je tire la liste, quel est le format de la liste que nous porterons, tout ça, ça se discutera dans le cadre de l'Union dans les prochaines semaines, en fonction des décisions qui seront prises par le gouvernement de la République. On suivra cela. On me dit que c'est l'heure de passer aux questions Facebook. Sonia Backès, la première, pourquoi ne pas organiser un référendum de projet sur les deux orientations, le fédéralisme ou l'indépendance association? C'est une option, mais de toute façon, pour faire un référendum, il faut modifier la Constitution. Parce qu'on ne peut pas faire un référendum qui soit de projet, qui ne soit pas de projet, sans modifier la Constitution. Donc, pour modifier la Constitution, je ne crois pas, compte tenu de la situation nationale à l'Assemblée nationale, des déséquilibres qu'il y a au niveau de l'État ou des équilibres particuliers qu'il y a au niveau du Parlement, que qui que ce soit décide de modifier la Constitution sans un accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'accord, donc il n'y aura pas de modification de la Constitution, donc pas de référendum local. Donc le dialogue avant tout, en tout cas d'abord, avec les partenaires. Deuxième question, après les résultats des législatives, pensez-vous que les indépendantistes soient majoritaires? Non, je suis même convaincue du contraire. Les indépendantistes, d'abord, il y a eu, ça a été, vous savez que Emmanuel Tjibaou s'est fait annuler 3000 voix par le Conseil constitutionnel. Sur les autres recours qui étaient déposés, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait eu effectivement des choses anormales qui s'étaient passées, largement anormales. Donc, il y a eu une situation qui ne permet pas de mesurer correctement les élections, d'une part, et d'autre part, il y a des gens qui ont voté Emmanuel Tjibaou. Je pense notamment aux voix de l'éveil océanien. Il y a des électeurs de l'éveil océanien qui, au deuxième tour, se sont portés sur Emmanuel Tjibaou, mais qui votent non à l'indépendance. Donc, on ne peut pas considérer des élections législatives, qui sont des élections sur des hommes, comme des élections référendaires. Troisième question, concernant le dispositif d'aide aux patentés, ce fameux dispositif Sud-Pro qui est actif depuis lundi dernier d'ailleurs. Combien d'argent a été dépensé et quid du contrôle de ces aides, de ces crédits? Alors on est à peu près aujourd'hui à 4000 entreprises qui se sont inscrites sur le dispositif en une semaine. Un peu moins de 100 millions sur le milliard débloqués qui ont été dépensés. Il y a un contrôle au fur et à mesure des factures qui arrivent par les services. Et il y aura également un contrôle a posteriori qui fera l'objet, le cas échéant, de poursuites s'il y a une utilisation frauduleuse de ces sommes. Mais les choses sont faites comme on le fait d'habitude quand on accorde des aides économiques. Merci Sonia Backès d'avoir répondu à nos questions et celles des internautes. Merci. Merci beaucoup.